Let's go! Bienvenue dans Her Power Talks, épisode 4. Nous sommes ensemble pour parler de entrepreneuriat au féminin et parentalité. Et aujourd'hui, on a une spéciale guest avec nous, Manik Siartiteka, donc qui est une femme ambitieuse qui réussit. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Et qui sera là un peu pour nous donner son vécu autour de son parcours et comment elle arrive à agencer justement le côté pro, le côté perso. Et nous aussi, on pourra en parler. On lance le générique et on se retrouve tout de suite. On est bon, hein? Alors Manik, bonjour, bienvenue. On se connaît sur le ZCL puisque voilà, on travaille ensemble sur Canal 10 et là je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors j'ai eu envie vraiment que tu participes parce que tu es la productrice de Une voix, Une voix des histoires. Une voix, une histoire. Une voix, une histoire Des images. Et donc, tu as un parcours qui est, je trouve, incroyable, personnellement. Donc, avec Be a Boss, où tu as été finaliste, qui est quand même, on va dire, un concours déjà national où tu es arrivé 4e. C'est ça, tout à fait. En tant que Guadeloupéenne, je trouve que c'est une immense fierté. Pour avoir vu ton documentaire qui s'appelle Des femmes, des voix. Une voix, des femmes, une voix, pardon. Des femmes, une voix. Tu as parlé, on voit vraiment ce parcours autour du concours, mais pas que. On parle vraiment de la femme et comment la femme guadeloupéenne est un peu, on va pas dire le potomitan, mais on va dire le socle en fait qui permet d'avancer sur la famille, sur les projets et ça parle aussi des difficultés autour de l'entrepreneuriat et comment agencer sa partie professionnelle et personnelle. C'est parfois hyper compliqué parce que on a une espèce de pression invisible autour de ça et j'ai eu envie que tu puisses nous donner ton parcours, ton vécu et voilà qu'on puisse en discuter ensemble avec Yasmina autour de ça. Déjà, bonjour. Bonjour Iman, bonjour Yasmina. Merci pour cette invitation. Alors, entrepreneur, femme et maman. Alors, en plus, famille monoparentale. Hein. C'est-à-dire que voilà, il fait partie des 60% welcome. J'aurais aimé dire classique, mais j'aime pas. Oui, malheureusement. Parce que voilà, oui. En tout cas, quand on décide de faire un enfant, on ne décide pas de le faire toute seule. Oui, à la base. Voilà, à la base. Et on puis, en est toutes là. Hein, voilà. Exact. Et puis, on ne décide pas non plus. C'est dingue quand même. On ne s'inscrit pas dans ça. La réalité, c'est celle-là. C'est ça, en fait. Et on se demande presque, mais à quel moment il y a ce gap-là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce sera peut-être l'objet de notre épisode, mais... Il faudrait quand même y répondre. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le gap, c'est peut-être le moment où la femme fait un petit peu plus attention à elle-même. Et décide de se prioriser. De se prioriser. Et effectivement, après, il y a un décalage. Ouais. C'est-à-dire que l'autre n'arrive plus à suivre. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a changé, etc. Et ça peut amener effectivement à des cassures, puisque alors, le père de ma fille, on s'est séparés parce que je partais à Paris pour pouvoir terminer ma formation de psychologue. Wow. Et lui de me dire, ouais, mais pourquoi tu pars en fait? Est-ce que tu en as besoin? C'est pour travailler en fait. Voilà, exact. En fait, ça paraît logique, mais... Donc j'avais besoin de cette évolution de carrière. Et effectivement, il y a eu cette cassure-là parce que lui ne comprenait pas. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre. C'est parce que comment tu fais pour ne pas comprendre en fait? Mais je pense que c'est l'habitude aussi qu'on donne aux gens. Si on les ça. a toujours habitués à ne pas se prioriser, du coup, ils ne comprennent pas ce décalage du jour au lendemain. Exact. Et comme souvent, ça se fait
peu sans transition. En tout cas, eux, ils la voient pas venir, donc forcément, ça crée Tout à un fait. décalage. Oui, et puis, c'est-à-dire que l'homme est quand même dans une position très centrée sur lui-même, puisque il n'y a pas de doute, il y a pas de. Mais c'est excellent. Moi, j'adore cette façon de penser. Et à chaque fois, je le dis aux mères. Élevez vos filles comme on élève des garçons, qu'elles ne puissent pas avoir à se poser de questions sur ce qu'elles sont capables de faire. Être égoïste aussi pour soi. Je n'aime pas le mot égoïste parce qu'il y a souvent une connotation très négative derrière. Non, mais ça peut être très positif d'être égoïste. Voilà, d'être en tout cas centré sur soi. Être centré sur soi, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que et c'est vrai que c'est ce qui peut entraîner souvent des ruptures. Et donc oui, je me retrouve donc entrepreneur et maman, et il faut pouvoir gérer ça. Et c'est vrai que le film documentaire montre une partie plus ou moins douloureuse, parce que souvent les séparations ne sont pas des séparations heureuses. On n'est pas dans les Télétubbies, quoi. Non, voilà. Comme on dit, on sait se mettre ensemble, on ne sait pas trop se quitter. Exactement, tout à fait. Et souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'effectivement, je poursuis mes ambitions, ou je m'occupe de mon enfant ? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ? Et justement, est-ce que toi, tu as pu ressentir comme une forme de culpabilité autour de ce désir d'ambition et de réussite par rapport à tes enfants ? Comment toi, tu l'as vécu ? Alors, pas de culpabilité, parce que je sais pour qui je le fais, pas pourquoi, pour qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la création d'entreprise, c'est pas comme si la société, j'allais la leur transmettre parce que voilà, ce sont les enfants d'eux, mais je leur laisse quelque chose. Donc à partir du moment où je sais que je suis dans cette transmission de pouvoir dire, je construis quand même un héritage, parce que c'est un héritage, c'est pas une maison, c'est pas l'achat d'une maison, c'est pas l'achat d'une voiture que je vais vous léguer, mais il y aura quelque chose. Et donc, non, il n'y a plus de culpabilité. Il faut savoir que mon fils se positionne déjà, il a 11 ans. Il se positionne déjà avec sa sœur, il discute. Il a déjà dit à sa sœur qui a 15 ans, toi tu sais pas gérer l'argent, moi je serai le président. Et puis tu m'écouteras. Alors là, ça c'est excellent. C'est pas mal ça. Oui, c'est intéressant. Mais c'est déjà une bonne répartition des rôles du coup. Il a déjà conscience de son potentiel de chacun. Et alors il est peut-être un but de sa personne. Ah, aussi. Ouais, peut-être. C'est le mal dans toute sa puissance. Mais non, c'est intéressant de voir comment déjà il se positionne vis-à-vis de la société. Parce que moi, de toute façon, je leur ai déjà dit, je ne vais pas vous la laisser comme ça. S'il faut la transmettre à quelqu'un d'autre et que vous puissiez la voir grandir, etc., il n'y a pas de souci. Et il faudra quand même y rentrer avec des diplômes. Mais c'est intéressant, et c'est pour ça que je ne peux pas abandonner, en fait. Parce que c'est pour eux, c'est pas pour moi. Cette richesse-là, en tout cas, ce que je suis en train de construire, c'est pas pour moi, je vais pas être millionnaire, multimillionnaire dans les années qui vont venir, mais par contre, eux, pourquoi pas ? C'est vraiment pas... Sincèrement, je vis bien avec ce que j'ai. Oui, mais en même temps, pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui, mais je sais que c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que ce que je veux, moi, je veux qu'ils puissent se dire, ouais, je suis tranquille. Maman, elle nous a laissé quelque chose, on va aussi faire quelque chose, on va aussi construire quelque chose, mais on est bien, quoi. On est bien. Donc, il n'y a pas de culpabilité. Il ne peut plus y en avoir, parce que c'est pour eux. Parce que la mission, en fait, elle est plus grande. La vision, elle est plus grande. Oui, elle ne s'arrête pas à moi. Elle ne s'arrête pas qu'à moi. Et donc, forcément, quand on a une vision qui va au-delà de sa propre personne, on oublie le reste. Et ils le comprennent très, très bien. Quand je suis en déplacement, il n'y a pas longtemps, donc, par exemple, ça va faire 5 mois que je suis en Guadeloupe, sans voyager. 5 mois, plein. Et ils me disent, mais maman, ça fait longtemps que tu n'es pas partie, qu'est-ce que tu fais là ? Ah ouais, carrément, c'est eux qui poussent. Waouh, ça c'est bien ça. Donc là, je vais partir 15 jours. Et donc oui, ils savent. On ne s'appelle pas souvent parce que quand je suis en déplacement, j'évite d'appeler pour éviter le manque, la notion de manque. Je sais que ma mère est là, elle m'a élevée. Oui, tu te reposes sur ta mère, c'est sûr. Elle peut faire. Oui, parce qu'on est dans cette société encore en Guadeloupe où on est en tribu en fait. Tout à fait. Heureusement qu'on a nos mères derrière nous. Et tu le dis d'ailleurs dans le film que derrière une femme, il y a souvent une femme. Exactement. C'est vraiment typique de nos sociétés en fait. Souvent, alors ma mère elle aime pas ce mot-là, mais je l'appelle ma logistique. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai, c'est ma logistique, c'est-à-dire qu'encore une fois, tout ce que je fais. J'aurais pas pu le faire sans elle. Sachant quand même que quand j'étais partie à Paris pour finir ma formation de psychologue, j'étais partie avec ma fille Alia, elle avait que 2 ans. Donc je la déposais chez la nounou à 5h du matin, je la récupérais à 22h.
Ouais, là c'est encore autre c'est chose. chaud. Là c'est Ouais. chaud. Là on peut vraiment parler de voilà, on se dit bon c'est pas moi qui l'élève presque. Ben, pendant un an, voilà, ça a été très compliqué. Elle me déchirait les vêtements, c'est-à-dire que le t-shirt que j'avais dans la journée, il fallait que je le retire pour qu'elle puisse le garder sur elle. En Donc, doudou. un Ouais. doudou, oui, oui. Et elle en a fait des petits morceaux, donc, qui fait que j'ai découpé pour elle à chaque fois un petit morceau pour qu'elle aille chez la nounou avec. C'était impressionnant. Mais à son âge, je me voyais très mal la laisser avec mamie, par contre. À 2 ans, je me suis dit non, même si tu n'es pas là toute la journée, mais au moins le soir, tu passes un temps avec elle, tu la prépares pour aller chez la nounou, tu la récupères, tu lui donnes le bain, etc. Mais j'étais là. C'est ça, mais c'est vrai que ça peut être un frein de pas avoir. Bon, on est nous dans une société où il y a du monde autour de nous généralement. Voilà, tu peux te reposer sur une tante, une cousine, voilà, si t'as pas de frères et sœurs. Mais ça peut être un frein à l'épanouissement en fait de pas avoir ce support et ce Je sais soutien. pas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Encore une fois, aujourd'hui, les structures existent. Les structures d'accueil pour enfants existent. Oui. Le tout, c'est comment ne pas culpabiliser. Mais les structures d'accueil pour enfants existent. J'ai voyagé très très tôt. Mon premier voyage au Mexique, Ali avait 11 mois. Voilà. Et tout le monde disait comment tu voyages avec un enfant. En fait, c'est dans la tête. C'est possible. Tout est une question d'organisation. Avoir un enfant ne peut pas être un frein à ses ambitions personnelles. C'est pas possible. Au contraire, c'est le moteur à des ambitions, mais pas un frein. Mais après, il y a beaucoup de questions qui émergent par rapport à cette façon de penser, puisqu'on peut se dire aussi que du coup, au-delà du fait de culpabiliser, que oui, les enfants sont un moteur, mais en même temps, est-ce on peut se poser la question, mais si on passe à côté de pas mal d'années ou de moments, entre guillemets, clés, puisqu'on est occupé en fait à faire autre chose, est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose aussi et on passe pas à côté réellement des enfants tout simplement, puisque c'est vrai qu'on a cette dynamique de construire pour eux pour demain, mais l'instant T, on l'aura plus jamais. Donc comment vous avez vécu ça, vous? Comment c'était vous avez dépassé ça, ce sentiment-là? Oui, parce que d'autres le font. C'est-à-dire que ce questionnement-là, je dirais presque qu'il est chez nous. C'est culturel. Oui, vraiment. Ce questionnement-là, dans d'autres oui. sociétés, on ne se le pose pas et on fait. Tu as vraiment ce sentiment-là de... Oui. Je sais pas, est-ce que c'est dans les sociétés françaises classiques, est-ce que c'est le cas? Oui, dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est pas comme ça. Oui. On avance, vaille que vaille. Il faut une nounou, il y a une nounou. Il y a une garderie, il y a une garderie. On ne se pose pas ces questions-là. Et puis, qu'est-ce que c'est un moment clé? Ça aussi, ce sont des normes établies par des personnes qui disent que oui, être avec son enfant à cet âge-là, avoir vu ses premiers pas, etc. On peut partager tout un tas d'autres choses avec son enfant. Et c'est justement le sentiment de culpabilité qui va nous mettre dans une position et qui va renvoyer un signal à l'enfant et qui risque de créer des blessures et des cassures. Ouais. Parce qu'après tout, je reste psychologue. Et les cassures, elles naissent de ça, c'est-à-dire que soit on est au clair avec ce qu'on est en train de faire et on présente et on projette ça à son enfant, soit effectivement on est toujours dans ce sentiment de culpabilité et on le projette aussi à son enfant. Et à partir de là, oui, on crée des cassures. Bah oui, t'as pas été là, etc. Mais c'est vrai que l'entre-deux, ils le ressentent de toute oui. façon. Par exemple, moi je ne suis pas dans l'achat compulsif. Je vais partir 15 jours, c'est pas pour autant que je vais ramener 150 cadeaux. Alors ils le font, c'est leur réflexe d'ouvrir la valise. Mais non, c'est pas parce que je suis partie. Non, je culpabilise pas d'être partie. Si je dois vous acheter quelque chose, on aura le temps d'aller acheter en Guadeloupe, mais c'est pas parce que je suis partie en voyage que spécialement parce que je suis partie, il faut que je revienne avec 150 choses pour parce vous. que ça envoie le message, j'ai fait quelque chose de mal, donc je vous récompense en retour. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut être très vigilant. Il faut être une mère parfaite et faire les choses comme il faut. Il y a une phrase, la meilleure perfection, c'est l'imperfection. Plus on voudra être dans la perfection, plus on va se tromper. Et en fait, il faut laisser les choses venir telles qu'elles sont. Il faut les accepter. On se trompe, on recommence.
On recommence en essayant d'éviter les mêmes erreurs. C'est l'idée, Mais oui, c'est l'idée. Il y en a qui n'y arrivent pas. Qui recommence et qui font la même bêtise. Mais l'idée, en fait, c'est de vraiment accepter les choses telles qu'elles viennent et de se dire, bon ben, à ce moment-là, j'ai agi comme ça. Bon, c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Je vais faire autrement la prochaine fois. Mais il faut accepter tout ça. Encore une fois, il faut l'accepter parce que c'est le signal qu'on renvoie à l'autre. Ok, je me suis trompée. Maman, elle s'est trompée. On a fait une erreur. J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Dédramatiser les choses. Exact. Et du coup, en fait, comme le fait d'être maman maintenant en solo, c'est devenu presque un moteur de la façon dont tu parles de pousser à aller un peu plus loin et de transmettre quelque chose de positif. Est-ce que tu as des techniques qui te permettent, toi, de ne pas t'épuiser, de ne pas être dans... Là, on rigole. De ne pas m'épuiser. Alors, comment fait La question. La question. Des techniques pour ne pas m'épuiser par rapport à l'entrepreneuriat, aux enfants. Par rapport à tout, en fait, à cette obligation, entre guillemets, de gérer entre eux. Gérer. Et de ne pas s'oublier en faisant tout ça. Ouais, gérer. Alors, je ne sais pas si je gère. J'aime pas non plus la notion de gérer. Je gère rien du tout. Je vous invite chez moi, là, c'est le bordel. La maison, voilà, elle est... Tu pars dans 2 jours. Donc non, c'est pas pour ça. Non. Ça n'a rien à voir. On a essayé d'excuser, mais non, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça fait partie du truc. Voilà, j'ai pas envie de nettoyer, c'est le bordel. Et je ne suis pas dans toujours devoir tout maîtriser pour que tout soit carré, etc. Non, quand ça doit être en bordel, c'est en bordel. Quand j'aurai le temps de nettoyer, quand j'aurai le temps de faire la vaisselle, quand j'aurai le temps de faire un câlin, on fera. Mais quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et tout le monde l'accepte. Et tout le monde doit l'accepter. C'est pas que j'oblige les gens à accepter mes enfants, ils sont obligés de vivre avec moi, donc en soi, ils n'ont pas le choix. Un peu quand même. Mais non, je ne suis pas dans une gestion carrée où je vais faire ma petite to-do list, je vais cocher ça, j'ai fait ça. Non, je vais être sur mon téléphone, sur TikTok, en train de rigoler, et puis après je vais dire, tiens, il y a peut-être ça à faire. Au fait, Alia, tu as fait tes leçons? Luc, au fait, t'as mangé? Ouais. Non, ça, c'est ma mère qui gère en plus. Mais voilà, non. Même pour l'école, j'ai... alors ça, par contre, voilà, ils sont une grosse autonomie là-dessus, sur les leçons. Ma fille et mon fils ne viennent jamais me montrer leurs leçons. Je n'ai aucun regard. C'est lorsqu'ils reviennent avec les évaluations que je sais qu'il y a eu une évaluation et qu'ils l'ont réussi. Je n'ai aucun regard. Ils sont autonomes là-dessus. Depuis toujours ou bien c'est récent? Non, depuis toujours. D'accord. Ça a toujours été ça. Je ne me souviens pas de moments où ils ont appris à lire. Et c'est ça, en fait, cette fameuse qu'est-ce que j'ai loupé? Je n'ai pas le sentiment d'avoir loupé quelque chose. Au contraire, je me dis, waouh, j'ai réussi. Oh punaise, ils sont autonomes. J'ai pas à crier que t'as pas fait tes leçons. Mais est-ce que ce n'est pas facilité parce que justement ce sont des enfants qui ont plus réussi? Si par exemple ils étaient dans l'échec, est-ce que du coup la question se poserait à savoir est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que le fait que j'ai été absente, ça a contribué à ce qu'ils arrivent à cet échec? Est-ce que la question se poserait du coup? Je ne suis pas sûre que l'échec d'un enfant soit lié à la présence ou l'absence d'un parent. D'accord. Sinon, tous les enfants de Guadeloupe seraient... Puisqu'il y a beaucoup d'absents. Oui, c'est vrai. La réalité, c'est celle-là. Non, je crois qu'encore une fois, c'est le regard qu'on peut porter sur eux et la confiance qu'on a en eux. Vraiment, c'est se dire que, écoute, je sais que tu en... Parce que c'est mon discours aussi. Je sais que tu en es capable, tu peux faire. Quand tu m'amènes tes leçons, quand tu estimes que tu veux m'amener quelque chose, écoute, on va regarder. Mais j'aurais pas ce regard-là de dire où il faut crier, il faut faire, etc. On parle d'échec. Ma fille est dysgraphique, donc ça veut dire elle a commencé à écrire en CM2. D'accord. Réellement, un cahier avec une écriture, ça a été en CM2. Quand tout le monde a commencé à comprendre que c'était une vraie difficulté pour elle l'écriture. Donc quand on passe de maternelle, CP, jusqu'en CM2, et qu'on voit que sa fille n'écrit toujours pas, mais par contre qui développe une mémoire extraordinaire derrière,
Parce que qui dit difficulté dans un domaine, finalement, on compense dans l'autre. Et ben oui, la difficulté, je l'ai connue. Mais absente ou pas, et ben j'ai fait en sorte que tout puisse fonctionner. Et c'est ça, en fait, il faut toujours être dans l'adaptation, réadaptation, l'ajustement. Alors, Donc, comment tu as fait justement pour que tout puisse fonctionner, comme tu dis? alors, souvent, il faut anticiper. Mais c'est typiquement féminin d'anticiper. Les hommes diront calculatrice. Ben non, on n'est pas calculatrice, que ça n'a rien à On voir. n'est pas dans... C'est de là que vient notre charge non, mentale. non, Rien à voir avec la manipulation. C'est pas de calculatrice. J'ai pas dit manipulation. J'ai dit calculatrice, c'est pas pareil. Ce sont deux trucs différents. Non, c'est-à-dire que c'est de l'anticipation, c'est parce qu'on est façonné comme ça. On voit les choses arriver, on se dit tiens, là il y a un truc, il va falloir peut-être que je fasse quelque chose. Donc on prend les devants. Et c'est souvent là où on rencontre un mur parce qu'on essaye d'alerter les autres en face et eux, ils n'écoutent toujours pas. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps et qu'on arrive en CM2 où elle commence à écrire. Donc on anticipe et puis on réajuste, c'est-à-dire qu'on accepte que ça ne marche pas. Et puis on va voir ailleurs et puis on s'entoure de femmes et d'hommes qui peuvent être parfois de bons conseils, hein, ils ne sont pas tous mauvais. Non, il y en a de bons, Ils ne veulent pas tous dominer. Mais voilà, c'est vraiment de l'anticipation et il n'y a pas de sixième sens et il n'y a pas non plus de... J'aime pas parler d'instinct maternel parce que ça se construit, c'est pas inné. Mais voilà, on est vraiment dans l'anticipation des choses. Donc c'est ça qui t'a permis d'arriver à un équilibre en fait. Oui, c'est l'équilibre, on le trouve encore une fois et puis une famille stable. Comme je dis, hein, ma mère elle est là. La logistique est là. Ouais, la logistique est là. Elle peut m'accompagner. Là je vais partir 15 jours, elle est là. Et on s'organise, on sait qui fait quoi, même si je ne suis pas là. On s'envoie des messages pour savoir régulièrement ce qui se passe, etc. Donc oui. Donc c'est la planification, la clé en fait. Tout à fait. C'est ça, c'est pas la calculatrice. C'est pas être calculatrice, c'est la planification. Je préfère le mot. J'aime pas le mot, ce mot-là. C'est plus joli. Planification. La planification et l'anticipation. Planification, anticipation et accepter que ça ne marche pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir en vrille parce que d'un coup, ça ne marche pas comme on aurait voulu que ça marche. Non, pas du tout. C'est prendre beaucoup de recul. Et par exemple, pour revenir sur l'extrait dont tu parles, qui est quand même assez difficile, et je vais rentrer vraiment dans les détails là, de cette partie-là, où je vais chercher mon fils au commissariat. Après le bioboss, hein, le lendemain de la finale. Donc je suis dans l'euphorie de cette finale. Il m'appelle. Et il me dit, maman, ça fait 3 jours que je suis tout seul. Je lui dis... Il avait quel âge il avait 10 ans. Ça fait 3 jours que je suis tout seul. Et là, t'es plus maman. C'est-à-dire que là, j'ai déposé mon truc. Là, j'ai dit, mais... Okay. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te dis juste... Tu te dis, Manick, attention. Tu n'as pas le droit d'être maman. Parce que si tu es maman, tu prends ta voiture, tu vas le chercher... Et c'est toi qu'on va arrêter parce qu'il est sur le temps de garde de son père. Donc tu peux pas. Et tu t'entends dire à ton fils, je peux pas t'aider. Tu t'entends dire à ton enfant, c'est clair. Je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire. Trouve la solution. Je ne peux pas te la donner. Trouve-la. Et qui me répond, maman, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas. Luc, je ne sais pas ce que tu peux faire. Donc toi, tu es là-bas? Moi, j'étais en Guadeloupe. On est tous les deux en Guadeloupe. Ouais, tous les deux en Guadeloupe. On est tous les deux en Guadeloupe. Ok. Tous les deux en Guadeloupe. C'est pas dans la même commune. Ouais, voilà. Ok, mais tu peux pas. Mais je peux pas. Il est sur le temps de garde de son père. Okay. Donc je peux pas y aller. Et puis il me rappelle et il me dit, j'ai appelé la police. Et il me dit, tu viens? Je dis non, toujours pas. Je peux pas. Tant qu'il ne m'appelle pas, je ne peux pas me déplacer. Je prends conseil, j'appelle la gendarmerie. La gendarmerie me dit, mais non, madame, allez-y s'il est en danger. Je dis, mais c'est vous les premiers qui allez m'arrêter. Si j'y vais, vous allez m'arrêter. Donc, je prends beaucoup de recul là-dessus. Je ne suis plus maman, là. Je suis psychologue en situation de gestion de crise, comment on fait, etc. Il se passe 3 heures avant que le commissariat de Pointe-à-Pitre m'appelle. 3 heures. Il m'appelle, j'arrive au commissariat et je tombe sur une femme qui me prend vraiment de haut. Heureusement qu'il y avait le plexiglas.
parce que je lui ai explosé la figure. Mais pareil, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne fallait pas que je sois hystérique parce que c'est ce qu'on attend de moi. Très Ah ouais, madame la hystérique, parce que la première chose qu'elle me sort, c'est ah ouais, mais si vous avez des problèmes avec le père, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oh punaise! Là, tu dis, et là, pareil, tu prends sur toi, tu dis, écoute, Là, tu es en gestion de crise. Voilà. T'as pas le droit à on garde la casquette de psychologue. C'est ça, t'as pas le droit à l'émotion en fait. Ouais. T'as pas le droit à entrer dans quelque chose d'émotionnel. Parce qu'ils ne vont retenir que l'émotion et pas le message. Et c'est souvent ce que je dis à mes patients. Quand vous délivrez un message à quelqu'un, ne soyez pas dans l'émotion parce que la personne ne va retenir que ça. Et donc si effectivement j'avais hurlé, je t'ai dit Madame Lavigne, il commençait à crier, voilà, putain, Moulin, etc. Donc la madame a juste dit, écoutez, c'est pas moi qui vous ai appelé, c'est un petit garçon de 10 ans, moi je vais m'asseoir. Et j'attends. Et donc effectivement... Ouais, donc, ça doit décontenancer un peu les gens aussi. Bah écoute, alors sur le coup, Ouais. on se pose des questions. Là, qu'est-ce qui lui... Donc je vais m'asseoir tranquillement, j'attends. Il se passe encore 1 heure. Ah ouais, quand même. Hein. Et donc il y a une brigade qui va faire le nécessaire. Tu fais quoi, du yoga, de la respiration J'appelle pendant ce temps? Non, mais... Non, parce que moi aussi, j'étais en train de visualiser la scène, je me dis, mais tu dois bouillir ou quoi? Mais comment tu gères ça? Alors, sur le coup, j'appelle un ami qui est auteur et qui est aussi policier, Silvio Pinsant Noir Blond. Je l'appelle, il est tard, hein. Il répond. Et là, je m'effondre vraiment avec lui au téléphone, sans que les autres ne voient. Voilà, je lui dis, regarde ce qui se passe, etc. Il me dit, Manick, là, c'est pas ma brigade, je peux rien faire. Donc, je discute avec lui, il me réconforte, etc. À ce moment-là, c'est la seule personne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas ma mère. Ma mère, je peux pas. Ah non, parce qu'elle va rentrer dans quelque chose de très hystérique. Alors là, elle descend, elle bousille tout. Là, c'est l'émotion à 3000%. Ah oui, là, c'est de l'émotion. Je la gérerai pas. Et donc, il me calme, etc. Et on prend le temps de discuter. On rigole même au téléphone. Il arrive à me faire rigoler. Et j'attends jusqu'à ce qu'il revienne. Et je récupère un petit garçon en larmes avec de l'impétigo sur toutes les jambes. Ah oui, c'est... voilà, et en fait, je le dis là, aujourd'hui, parce qu'il faut que la honte change de camp, en fait. Bien sûr. On a tendance à cacher ce genre de choses, mais en fait, voilà, je récupère mon gamin avec de l'impétigo sur toutes les jambes. Et quelqu'un en face qui dit que non, il n'a jamais laissé seul. Mais monsieur, regardez ce qu'il a sur les jambes. Oh, ben non, enfin, Et je sors de l'euphorie du vieux boss. Waouh. Et le lendemain, j'ai une manifestation au Moule. Et il faut que j'y sois aussi. Donc je me réveille très tôt. Enfin, je me réveille pas. Je dors pas. T'as pas dormi, quoi. Non. En vrai. Donc, le lendemain matin, je retourne. C'est les nerfs qui pour tiennent, porter. Je retourne pour un dépôt de plainte. Et ensuite, je pars sur la manifestation parce qu'il faut que la manifestation ait lieu. Et il m'accompagne. Et il est content parce The qu'il est show avec must maman. go on. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, en fait, notre life de femme. C'est ça. C'est-à-dire que must go on. et surtout ne Quoi pas qu'il en laisser, coûte. et ne pas le laisser dans le trauma. C'est-à-dire que la situation a été gérée. On n'est pas en train de pleurer entre nous, en train de... Non, faut faire face. On a la contenance, et puis on y va. Et lui aussi, content d'être là, d'être avec moi, voilà, et de rencontrer du monde. Oh, tu connais Claude Danican? Et oui, je le connais, Claude Danican. Voilà, les petites choses comme ça. Donc, oui. Et après, donc, ça, c'est à chaud. Mais après, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que pour toi, je veux dire, c'est hyper violent, pour lui aussi. Et enfin, comment on traite le traumatisme, comment finalement. tu traites ça après, quoi? C'est-à-dire que j'ai tellement pris de recul que ça sort quand je suis face à la caméra pendant le film documentaire. Ça sort quand on est en septembre. C'est-à-dire que de juillet, parce que ça passe en juillet, de juillet à septembre, il n'y a rien. Mais il y a eu toute la fatigue cumulée et puis le fait de finir 4e, de se dire, voilà, de se dire quand même... Pardon. Je suis allée jusque-là, et puis surtout la façon dont ça a été la 3e à gagner, mais bon, j'ai été jusque-là, je finis 4e, alors que c'est pour eux que je le fais, je suis déçue. Et à ce moment-là, oui, je pleure, à ce moment-là, je lâche. Et à ce moment-là, je suis devant caméra, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de filtre, quoi. On est en train de me filmer, et je suis en train de dire que oui, enfin, il y a 3 jours, j'étais au commissariat. Avant de partir à Paris, je sortais du tribunal. Et l'avocate, Alix, madame maître Caroline, tout à fait, qui me dit... et elle me dit, je lui dis, mais tu sais, si le juge nous appelle, alors que je dois partir sur Paris, comment on fait? Elle me dit, Manick,
vas-y, je gère. Et dans ma tête, je me dis, mais non, non. Et après, tu te dis que l'univers est sacrément bien aligné. Je suis convoquée début septembre et je pars fin septembre. Mais pareil, avec cette culpabilité quand même de me dire, Inès Manique, tu laisses quand même ton gamin. Mais en même temps, c'est pour lui que je le fais. Parce que lui, il croit en moi. C'est ça qui tient, en fait. C'est ça qui te tient. Oui, tout à fait. Parce que lui, dans sa tête, c'est maman, de toute façon, tu vas gagner. Tu ne peux que gagner. Donc, voilà. D'où la déception aussi. Ah oui, oui. Les personnes à qui je pense en premier, ce sont mes enfants. Mais on a beau me dire 4e sur 600, c'est pas le podium, quoi. Enfin... en fait, c'est bien. Célébrer quand même que oui. tu sois 4e. Attends, mais c'est dur avec nous-mêmes. 600 personnes. Oui, c'est génial, j'entends bien. C'est 4e sur 600 personnes. C'est célébrer ça aussi. Il y a des dessous, donc, mais j'en dirai pas plus. Ouais, peut-être. Mais bon, tes enfants, ils sont contents. Oui, ils sont contents. Je crois que ils sont contents parce que ils sont contents. Maman est allée à Paris, etc. Je suis même pas sûre qu'ils aient retenu le classement. C'est ça. Je crois que ça c'est nous, c'est vraiment là, c'est vraiment ma pression à moi. Mais je suis même pas sûre qu'ils aient retenu le classement. Mais moi, ça me fait mal pour eux. Ça me fait mal vraiment pour eux. Et d'où le fait que voilà. Mais qu'est-ce qui te fait mal? Parce que en fait, en vrai. C'est l'image que je veux leur... Là, c'est l'image dont tu parlais. Oui, mais c'est par rapport à eux. Ouais. Par rapport à eux. Mais pour eux, tu es toujours la gagnante. Donc ça, finalement, c'est l'image par rapport à toi, par rapport à tes ambitions, par rapport aux objectifs, à ton fil conducteur à toi. Oui. Mais eux, comme tu as dit, au niveau du classement, pour eux, à la limite, tu es 4e, tu es première, c'est la même. Hein. Pour eux, tu es première. Excuse-moi, pardon. Ouais. Tu as fait un film documentaire. Ah oui, alors là... photo non, mais là... Et en gros, sur la fiche de la personne, d'accord, ok. Donc, 4e, d'accord. Mais moi, je connais pas beaucoup de gens qui ont des films documentaires sur leur parcours. Tu vois ce que je veux dire? Quand même. Non, donc, c'est vrai que c'est extraordinaire, tout ça. Mais c'est vrai que dans leur regard, voilà, il y a vraiment cette volonté d'être au-dessus du lot, la super maman. Mais voilà, je pense que je le fais bien. J'ai pas besoin de me mettre autant la pression. Je le fais vraiment bien. pas. C'est ça, en fait. Je pense que c'est un peu le centre de ça. On n'est pas obligé de se mettre la pression inutilement sur cette volonté de tout gérer. Et de vouloir être d'une certaine façon, alors que tes enfants, en fait, ils sont juste contents quand tu passes une journée à la plage avec eux, en fait. Oui, tout à fait. Ah bah alors là, ça ils adorent. Le sandwich. La crêpe, manger une glace au bord sur le boulevard de Sainte-Anne. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est de voir comment tout à l'heure, tu disais, pour les tâches ménagères, etc., je fais pas. Si je fais pas, je fais pas. C'est comme ça, je laisse faire, quoi. Mais cet objectif que tu avais, tu n'as pas... entre guillemets, selon toi, parce que tu ne l'as pas atteint, alors qu'en vérité, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est ce lâcher prise qu'on n'arrive pas à avoir sur certaines choses. C'est incroyable comment c'est contradictoire, en fait. Et donc, je pense qu'il faut réussir à revenir à ça, parce qu'en fait, chaque chose qu'on vit dans la vie, ça amène à autre chose. Oui. Et peut-être tu aurais été première, tu n'aurais pas eu tout ça. Tu aurais eu d'autres choses, mais tu n'aurais pas eu ça de la manière dont ça vient actuellement. Non, c'est clair. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me rends compte que, et d'autres concours me le montrent, c'est-à-dire que c'est pas toujours le premier qui est en haut de l'affiche. Exactement. On est d'accord. Donc, c'est redéfinir sa notion de réussite aussi. Tout à fait. Non, c'est vrai que quand je vois l'affiche du film, quand je regarde le documentaire, quand je vois tout ce qui s'est passé après, puisqu'après j'obtiens le concours Innovation Outre-mer, je suis conférencière au TEDx. Enfin, tu signes Spotify. Je signe Spotify. Enfin, attends, quoi. Voilà, c'est en matière de... Voilà, remettons les choses dans leur contexte, parce que là, ça partait en cacahuète. Oui, c'est vrai que... Oui, c'est incroyable. Il y a des choses qui... Ouais, quand même. Je pense qu'on devrait donner à nos auditeurs et auditrices ce conseil. C'est, moi, je fais ça toutes les fins de mois. Parce qu'on a tendance, à rester focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné par rapport à notre objectif, notre map. Exactement. Mais au final, il y a tellement d'autres choses qui se passent, mais on a tellement l'habitude de minimiser nos victoires, entre guillemets,
que même celles auxquelles on ne pensait pas, je sais pas, c'est un truc bête, hein, mais que ma voiture, les voyants ne s'allument plus, c'est une victoire, les gars, en fait. Ça veut dire que j'ai pas 500 € à claquer chez le mécanicien, à monter, à descendre. Mais c'est un mois de plus que j'ai gagné, c'est formidable. Et en fait, on a tellement l'habitude de rester concentré sur ce qui ne fonctionne pas, etc., qu'on passe à côté de tout le reste. Juste le fait de pouvoir se lever tous les matins, c'est déjà extraordinaire, quoi. Pouvoir être en santé pour aller chasser nos objectifs, faire tout ce qu'on a à faire en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'amie, en tant que femme, enfin tout ce que vous voulez. Mais juste ça, les gars, mais on devrait juste passer au moins 5 minutes en mode reconnaissante. Et donc, si on n'arrive même pas à le faire, ben, il faut l'écrire. Écrivons tous les mois nos victoires, aussi petites soient-elles. Il y a tellement de choses qui s'enchaînent après. Oui. C'est parce que la vie est trop dense, en fait. C'est ça. Donc, du coup, on n'arrive plus à se poser. C'est génial. Sauf qu'il faut que je parte en Côte d'Ivoire. Toi, d'un coup, il faut que je mette ça de côté. Excuse-moi. Je signe sur Spotify, mais il faut que je parte en Côte d'Ivoire. Pardon, excuse-moi, on n'a pas les mêmes, tu vois. Redescendons. Célébrons cette... voilà. Oui, c'est vrai. C'est dingue. Je suis la première femme caribéenne à signer Spotify. Voilà, oui. Voilà. Eh bien, félicitations. Est-ce que tu sais offrir quelque chose Alors, c'est intéressant, cette question-là. Il y a quelque chose que j'adore faire quand je réussis, c'est un plat. Mais alors, vous allez te dire, Monique, c'est quoi ça ? Saucisson aux noisettes, concombre, olive, fromage et une DSP. Ça, c'est mon plat de fête. Ok. Ah, j'adore. Ok. En toute simplicité. Ah ouais, mais vraiment avec une sauce, une petite vinaigrette. C'est refaite. Quand je fais ça, je suis au summum de la joie, de l'explosion. Et puis des M&M's, et puis je trie parce que je ne garde que les bleus. D'accord. Et j'estime que les bleus ont un autre goût. Est-ce que tu as fait ça ? Oui, je l'ai fait. Ah, ça c'est bien ça. Au moins ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu fais pour célébrer une victoire ? Oui, un bon dîner avec des amis, passer du temps seul aussi, à me féliciter, écrire tout ce que j'ai réussi à réaliser. Ouais, je fais ça. De plus en plus. Ça, c'est bien. Et j'essaie de le faire même chaque semaine. Voilà, chaque semaine, c'est une victoire. Oui, finir la semaine, c'est une victoire. Ah, mais vraiment, c'est clair. Incroyable. J'avoue, célébrer, c'est vrai. Parce qu'en fait, on est dans une société qui nous broie, qui nous avale, qui nous mâche. Et donc, du coup, en fait, on n'a plus le temps de rien. Même respirer, ça devient compliqué. C'est compté. Ben ouais, carrément. Et donc, du coup, on a des to-do list à rallonge. Bon, pour celles qui sont to-do list ou... voilà. Enfin, tu as des choses à faire. Des choses à faire dans tous les cas, peu importe. Voilà, mais même si c'est dans la tête, mais on sait qu'on a à le faire. Et on se dit pas, waouh, t'es génial, t'as réussi à faire toute une semaine, à faire ton sport, à faire toutes tes réunions, te présenter à toutes tes obligations et le faire bien en plus. Bah non, il faut qu'on se félicite. Hein. Ouais, se célébrer, c'est hyper important, oui. C'est clair. Tellement. Bon, alors, on a parlé de plein de choses. Si on peut résumer tout ça, je sais pas comment on le ferait. Mais je pense que c'est redéfinir sa notion de réussite. Je pense que c'est une des premières choses. Pour pas s'oublier, c'est planifier. C'est vrai qu'on est un peu forte là-dedans. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est pas calculé, mais ce mot calculatrice, c'est anticiper. Moi, j'ai retenu, anticiper. Voilà, anticiper. Ouais. Mais on le fait naturellement parce que ton cerveau, vraiment, est formaté pour ça. Les filles sont éduquées pour anticiper. Les garçons sont éduqués pour vivre au jour le jour. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, et de temps en temps, de refaire comme eux. C'est pour ça qu'ils ne se posent pas autant de questions que nous. Mais non, mais clairement, demain arrivera. Ouais, on verra demain. Quoi. On verra demain. Et quel conseil tu peux nous donner justement pour se déculpabiliser justement ? Parce que tu nous l'as dit que c'est très culturel, enfin selon toi, etc., que c'est très culturel, que c'est une façon d'être et de faire, une éducation à donner. Quel conseil tu pourrais donner pour qu'on puisse aller dans cette dynamique en fait ? Un enfant, c'est ingrat. Peu importe ce que vous ferez, il vous l'enverra en pleine figure. Alors, que vous fassiez bien, que vous fassiez mal, c'est pour toi. C'est toujours... c'est vrai. Le résultat est le même. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, la réalité, c'est celle-là. Mais je trouve quand même que l'ingratitude d'un enfant, c'est la plus belle preuve d'amour. Ça veut dire qu'il sait qu'on lui a donné de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'il a pris conscience que ce qu'on lui a donné, ça n'avait pas de prix, quoi. On n'attendait rien en retour. Et oui, je me dis que... Et c'est pour ça que je ne culpabilise pas, parce que peu importe ce que je ferai, je te dépose avec une jolie coiffure devant l'école. Tu me diras de ne pas te déposer trop près, parce que tes copines vont voir la voiture. De ne pas venir te chercher sur le stade, parce que tu as ta petite copine, etc.
Donc finalement, on se dit, bah, écoute, comme j'en prendrai plein la figure quand tu seras en pleine adolescence, je fais ce que j'ai à faire, fais ce que tu as à faire, et puis quand on va se croiser, on fera la fête. Je suis bien d'accord. Donc voilà, non, il n'y a pas... L'amour d'un parent, c'est inconditionnel et l'enfant le sait. Donc à partir de là, il n'y a pas à culpabiliser. Et c'est se souvenir vraiment de ça, que nos enfants, quand on le leur dit suffisamment, qu'ils en ont conscience, nos enfants savent qu'on les aime. C'est vrai. Oui, Et à partir de ça, bah, ça coule de source. Et ils sont contents de nous voir nous épanouir. Ouais, mais c'est ce que ça, j'ai c'est envie vrai, de dire, c'est c'est que en tant que femme entrepreneur, il faut pas se culpabiliser dans le sens où c'est comme des valeurs que tu transmets de réussite et de se dire que toi, en tant que maman, c'est pas parce que tu es maman que tu vas bloquer tes ambitions et t'empêcher de réussir. Au contraire, tu vas te donner les moyens d'y arriver et c'est ces valeurs-là que tu transmets à tes enfants voilà, il faut y aller, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des freins, même si tu as peur, même si t'as pas envie tout le temps. Enfin voilà, c'est cette notion d'élan et d'impulsion et de boost, en fait. Je pense que c'est ça qui permet aux enfants après de grandir et d'évoluer dans la vie en ayant toutes les armes, parce que voilà, il a vu maman solo qui a réussi, peu importe sa notion de réussite, mais qui est allée même s'il y avait des obstacles. Et je pense que c'est cette énergie-là qu'il faut transmettre à son enfant, quoi qu'il en coûte, quoi. Et je pense aussi que les enfants s'adaptent aux parents qu'ils ont. Hein. De toute façon, les enfants choisissent leurs parents. Oui, déjà à la base, Déjà, avant qu'ils arrivent, oui, ils nous choisissent, tout à fait. Mais en plus, on ne fait pas des enfants pour nous. Donc, je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le côté ingratitude, etc. Et effectivement, on doit réussir à supprimer cette idée selon laquelle on ne vit que pour eux. On ne vit pas que pour eux, on a notre propre vie à vivre. Et c'est important qu'ils soient au courant de ça, sinon ils nous bouffent. Hein. Ah bah oui, attends, sinon tu fais plus rien. Très clairement. Non, il y a maman, oui, mais il y a la femme, il y a l'entrepreneur, et il faut respecter ces casquettes-là. Non, c'est important. Ok, super. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci en toute intimité. Ouais, vraiment, on était entre nous. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pu en tirer de cet épisode. Si vous aussi vous avez des tips à partager, n'hésitez pas, abonnez-vous. À très bientôt pour un prochain épisode. Tout à fait. À très vite. Merci.